Radio J. Sepharim, Michel Zerbib. Radio J. Sepharim sur Radio J, votre rendez-vous avec les livres, avec parfois le livre, comme on dit ici, et des auteurs qui sont engagés, un beau mot dans notre radio, engagés pour des valeurs aussi importantes, par la puissance de la parole, plus que par le glaive, comme dit la Bible. Et bien aujourd'hui, on va recevoir aussi une personnalité qui est engagée dans le sens fort du terme, qui est une intellectuelle et écrivaine. Renée Frégosi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez écrit un livre qui est sorti il y a peu de temps, 50 nuances de dictature, tentation et emprise autoritaire en France et ailleurs. On va en parler justement de ces dictatures. Elles ne sont pas terminées, l'histoire n'est pas finie dans ce monde. Mais auparavant, je le disais, peut-être votre vision, vous qui êtes aussi... vous êtes docteur en philosophie, mais vous avez beaucoup travaillé sur les relations internationales, sur la géopolitique internationale. Alors, ce qui se passe en Israël est assez stupéfiant depuis le 7 octobre. Mais là, on est dans la phase où, Renée Frégosi, on demande à Israël une pression internationale de cesser le feu. Vous comprenez ça ? Je comprends, j'analyse ceux qui le demandent, c'est-à-dire qui demandent à Israël de ne pas se défendre et de ne pas défendre sa légitimité à exister. Ça s'analyse. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, après évidemment le choc initial de l'attaque génocidaire du Hamas sur le sol israélien, c'est quand même... les réactions immédiates anti-Israël et antisémites. C'est ça qui était peut-être encore plus choquant. Choquant ou surprenant, Renée Frégosi ? Hélas, surprenant, pas vraiment. Mais disons, ça a redoublé le choc. Alors, si... je ne m'y attendais pas de façon aussi rapide, ces attaques contre Israël, ces demandes insistantes de ne pas faire de riposte, ou alors qu'elles soient proportionnées. Proportionnées à quoi ? À un génocide ? Donc, je veux dire, c'était extrêmement choquant et ça continue à l'être. Mais de toute façon, je veux dire, je pense que Israël ne doit pas faire cas de ces pressions. Parce que on lui fait un chantage du style oui, ces pauvres enfants palestiniens, qu'est-ce qu'ils penseront ? Ils seront très agressifs à l'égard d'Israël après avoir connu ça, mais de toute façon, même avant. Donc, je veux dire, il faut qu'Israël suive sa politique et il faut autant que possible attaquer le Hamas et faire en sorte qu'il soit... sinon anéanti, du moins que ses capacités de nuisance soient considérablement amoindries. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la propagande anti-israélienne renouvelée, réactivée, et on va jusqu'à ce raisonnement, vous allez nous dire d'où ça peut venir, ce raisonnement qui consiste à dire si les Palestiniens, notamment du Hamas, se sont comportés comme ça, inhumainement, c'est parce qu'ils ont été rendus comme tels par les agissements, par la colonisation, je cite le terme entre parenthèses, bref, à cause d'Israël. Et c'est insupportable, évidemment, d'entendre ça lorsqu'on connaît l'histoire et lorsqu'on connaît la nature des mouvements islamistes, en l'occurrence des frères musulmans, leur idéologie foncièrement anti-juive. Depuis l'origine et depuis avant même l'existence de l'État d'Israël. Donc c'est évidemment complètement absurde de dire ça, mais ça n'est pas dénué de sens politique, évidemment. Oui. Alors vous, de votre livre, sur lequel on reviendra plus en détail tout à l'heure, mais vous réservez un chapitre à l'anti-judaïsme islamique, c'est important, vous rappelez les bases, les fondements de ce système qui en fait rappelle que le combat de ces islamistes n'est pas un combat territorial, c'est un combat idéologique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire
un État, par exemple, en Palestine, c'est d'éradiquer plutôt Israël? Ah oui, ça c'est clair. Je veux dire, l'État palestinien, si les Palestiniens en voulaient, ils ont eu de multiples occasions de le fonder et de le développer. Ils ne l'ont jamais fait. Ils ont chaque fois rejeté, sous des prétextes plus ou moins fallacieux, les propositions qui leur ont été faites. Donc, effectivement, de toute façon, le combat islamiste est un combat, alors, territorial, oui, dans le sens où il souhaite s'emparer du monde entier. Oui, donc, évidemment, c'est quand même territorial, mais c'est vraiment à un horizon plus lointain, enfin, nous l'espérons. Mais en effet, leur but, c'est d'imposer leur vision du monde, comme on parlait de Weltanschauung de vision du nazi, une vision du monde, la charia évidemment, leurs lois, leurs règles de vie, et là-dedans, dans cette vision du monde, Israël doit disparaître et les Juifs doivent disparaître au mieux, et sinon être réduits à ce qu'ils étaient dans les pays musulmans, au statut de dhimmi. Vous utilisez, René Frégosi, l'expression qui est parfois contestée, très controversée, d'islamo-nazisme, s'agissant par exemple du Hamas. Oui, alors évidemment, on sait d'une part la similitude de structure, je dirais, de l'idéologie islamiste avec l'idéologie nazie, avec cette dimension génocidaire, cette dimension antisémite centrale, ce qui fait la particularité du nazisme par rapport à d'autres fascismes, au sens générique du terme, pas le fascisme italien, c'est effectivement la centralité de la haine des Juifs, qu'on retrouve évidemment dans l'islamisme, mais c'est aussi des liaisons historiques entre les islamistes et le parti nazi et Hitler en particulier. On parlait d'ailleurs de façon générale notamment du Hamas, cette idéologie antisémite, c'est vrai, et islamiste. Vous écrivez dans ce livre, justement dans ce chapitre que vous consacrez au djihadisme anti-juif, l'ancienne autorité spirituelle proche du Hezbollah, le cheikh Fadlallah, a bien expliqué à quel point même des compromis bien plus importants que le retrait de tous les territoires ne résoudraient rien, car toute reconnaissance de la légitimité de l'occupation juive de n'importe quelle partie de la Palestine va contre l'islam. Même si les Juifs se convertissaient à l'islam, nous leur dirions « quittez la Palestine ». Oui, cette présence juive sur des terres ancestrales juives, même s'il faut remonter loin, quoique le Yishuv a toujours été présent, il y a toujours eu une présence juive en Palestine. Mais effectivement, cette présence juive sur ces terres-là, en particulier, mais ailleurs aussi, mais sur ces terres-là en particulier, est insupportable pour les islamistes. Et donc, ils le disent bien d'ailleurs, du Jourdain à la Méditerranée, on doit chasser les Juifs. Donc, évidemment, dans cette vision, toute présence juive sur la terre d'Israël est une occupation, entre guillemets. Voilà, l'occupation. Restons un instant, si vous le voulez bien, sur la comparaison que certains font avec la Shoah, ce qui s'est passé le 7 octobre, ou un pogrom. Est-ce que vous utilisez ces mots ou certains disent que c'est un peu galvaudé, le terme de Shoah, qui était un massacre géant, planifié, intentionnel? Oui, évidemment, puisque la Shoah, c'était la tentative d'éradication totale de la surface de la terre des Juifs, de la présence juive et des individus juifs. Là, évidemment, cette attaque n'avait pas la prétention de tuer tous les Juifs du monde. Donc, on ne peut pas comparer à ce titre-là à la Shoah. En tous les cas, que ça soit un pogrom et qu'il y ait une dimension génocidaire de cette attaque, c'est indéniable. Il faut rappeler ce que c'est que les caractéristiques d'un génocide, c'est en particulier lorsqu'on s'attaque aux enfants, à la reproduction, donc aux femmes enceintes,
aux parties génitales des hommes et des femmes qui permettent la procréation et la reproduction. Donc, tout ça, nous l'avons. Plus ce qui ressemble à un pogrom, la dimension razzia. Hein. On détruit et on vole aussi. Plus, alors là, il y a la dimension de la prise d'otage. Nous sommes dans Sepharim, notre émission bien sûr littéraire sur Radio J. On parle avec René Frégosi depuis le début bien sûr de la situation en Israël. La plupart de nos éditions sont consacrées à la guerre Israël-Hamas depuis le 7 octobre. Vous êtes, je disais, une intellectuelle engagée. Je crois que c'est pas un gros mot pour vous, mais vous avez été engagée politiquement très jeune. On voit ça. Aujourd'hui, vous vous mettez plus en le côté politologue, observatrice. Vous êtes moins engagée politiquement. C'est-à-dire, par la force des choses, étant donné que le parti auquel j'appartenais depuis 3 générations, je dis, le Parti socialiste, est devenu absolument infréquentable et j'ai dû donc le quitter. Après avoir été en désaccord sur tout, je disais pendant 25 ans, mais disons que j'y restais par attachement fétichiste au parti de mes parents, de mes grands-parents et surtout, oserais-je le dire, au parti de Léon Blum qui est mon idole depuis que je suis toute jeune, même anarchiste dans ma jeunesse, j'avais la photo de Léon Blum sur mes cahiers de classe. Donc, Léon Blum, c'est une belle référence en ce moment puisque peut-être peu de gens le savent, mais il était dans les dernières années de sa vie ce qu'on appelle un sioniste qui avait même incité à la création d'un village qui porte toujours son nom en Israël. Tout à fait. Weizmann l'avait absolument convaincu de la cause sioniste. Et effectivement, c'était un homme admirable en tout. Et donc un intellectuel, un littéraire, un critique littéraire, départ, évidemment. Un homme politique d'une clairvoyance saisissante et d'un courage et d'une... il avait des convictions, ce qui aujourd'hui nous paraît assez Au moment où nous parlons de Léon Blum et de ce village d'ailleurs de Kfar Blum qui est dans le nord d'Israël, ça nous ramène au Parti socialiste d'aujourd'hui. Olivier Faure vient de faire des déclarations tout à fait incroyables sur le fait qu'Israël en fait n'avait à utiliser le 7 octobre, le grand massacre, comme un prétexte pour éliminer la Palestine et conforter les colonies. C'est ça le Parti socialiste aujourd'hui ? C'est vraiment insupportable. C'est insupportable pour nous qui sommes socialistes d'idées, de convictions et de traditions. Vraiment, c'est Bon, moi, excusez-moi de me citer, mais j'ai écrit un article justement sur le virage pro-palestiniste de la gauche socialiste à l'intérieur de l'Internationale socialiste et à l'intérieur du Parti socialiste. Alors, ça vient de loin, mais aujourd'hui, avec cette alliance avec la LFI, le Parti socialiste est complètement sur une position aujourd'hui anti-Israël, donc pro-palestiniste. Ce n'est pas la tradition du Parti socialiste. C'est-à-dire, je vous dis, le Parti socialiste, à partir de Mitterrand, ça c'était le prof de Mitterrand qui avait toujours 2 fers au feu, au moins, qui jouait un peu sur les 2 tableaux. Mais au moins, il y avait encore l'appui quand même à Israël. Bon, ce n'était plus l'appui d'un Guy Mollet en 56, mais là, à partir des années 80-90, la dérive a été vraiment marquée pro-palestiniste. Lorsque je dis pro-palestiniste, c'est vraiment, je me réfère à une idéologie. C'est pas seulement pro-palestinien, on pourrait l'entendre, favorable à un État palestinien. Non, le pro-palestinisme, c'est vraiment une idéologie, en fait, anti-Israël. Oui, absolument. Sepharim, René Frégosi, notre invité, vous l'entendez, son livre s'appelle « 50 nuances de dictature, tentation et emprise autoritaire en France et ailleurs ». La coutume dans notre émission, c'est de faire un petit portrait d'une certaine manière par la musique. Et vous avez choisi
justement ce morceau que nous allons écouter dans quelques instants. Serge, et vous nous direz pourquoi vous avez choisi cette musique. Sépharim, aujourd'hui nous recevons la philosophe écrivaine Renée Frégosi. On entendait à l'instant donc Renée. Oui, la gnosienne numéro 1 d'Éric Satie. Moi, je ne suis pas une grande mélomane, je n'ai pas une culture énorme, donc je ne sais pas trop parler des musiques. Il y en a qui me plaisent beaucoup, donc voilà, c'est quand je les aime, ça passe vraiment par la sensibilité. D'ailleurs, la musique, je pense que c'est ça. Mais donc j'aime beaucoup cette mélodie, cette nostalgie, cette légèreté, qui m'évoque évidemment aussi par le nom du morceau, mais j'ai aimé la musique avant de connaître son titre, je dois dire. Et puisque je vous dis, je n'ai pas une grande culture musicale. Mais évidemment, la gnose m'a évoqué aussitôt. Alors évidemment, la gnose, ça évoque plutôt la religion, a priori. Mais en fait, moi qui suis athée depuis 3 générations, bien que je me sois beaucoup intéressée à la théologie dans mes études de philosophie, ça m'a évoqué aussitôt la demi-gnose de Vladimir Yankelevitch, qui voilà, vous avez cité le nom. On en reparlera dans quelques instants, puisque vous êtes évidemment, vous avez consacré d'ailleurs vos travaux universitaires en partie sur Vladimir vous savez, moi Yankelevitch. J'ai un doctorat de philosophie, mais ma thèse sur Vladimir Yankelevitch était loin d'être géniale. Longtemps après, en fait, pour rentrer à l'université, j'ai soutenu une autre thèse en sciences politiques. Et aujourd'hui, je suis peut-être davantage politologue que philosophe, mais philosophe, après tout, on l'est avec ou sans doctorat de philosophie. C'est une disposition d'esprit, donc on peut être très nombreux à être philosophe sans être docteur en philosophie. On va reparler de Yankelevitch dans quelques instants, Renée Frégosi. 50 nuances de dictature, un joli titre, pour rappeler que la dictature, ça a existé, ça existe et ça existera encore beaucoup. Vous dites dans ce livre, les tentations et les menaces autoritaires agitent nos sociétés, tandis que les démocraties perdent du terrain. Et un chiffre, entre 2015 et 2021, le nombre de démocraties est passé de 104, c'est-à-dire 63% des pays de la planète, à 98, soit 56%. Donc on peut dire que la démocratie recule en ce moment sur le globe. C'est clair, elle recule en nombre et elle recule, je dirais, encore plus en force. Les dictatures, non seulement sont de plus en plus nombreuses, on l'a vu avec les différents coups d'État en Afrique notamment, Mali, Niger, déjà au Burkina Faso, etc. Donc, il y a des coups d'État, mais surtout, je dirais, ce qui est peut-être encore plus inquiétant, mais qui va de pair, c'est le renforcement de la puissance des dictatures et leur connexion, les liaisons, les alliances, plus ou moins conjoncturelles d'ailleurs, par exemple, pas forcément qu'elles passent ensemble. Donc alors, les grandes dictatures, on a évidemment la dictature chinoise, la dictature russe, la dictature iranienne et la dictature turque. On voit là 4 grands régimes dictatoriaux. Alors qui se présentent comme des républiques.
Oui, bien sûr, mais ça, enfin, absolument. Bon alors, mettons la Chine à part, parce que la Chine, c'est vraiment, à la fois un reste du monde communiste qui s'est considérablement, rénové, mais qui est resté très dictatorial. Mais, les 3 autres, effectivement, je les caractérise comme des proto-totalitarismes, c'est-à-dire ils ont une visée totalitaire, c'est-à-dire d'emprise totale sur la société, sur l'économie et sur toutes les dimensions de la vie humaine, mais qui se présentent comme des démocraties, c'est-à-dire qui sont des démocratures. Alors vous utilisez ce terme démocrate. Oui, parce Est-ce que c'est pareil que ce qu'on entend aussi beaucoup dans le jargon, le nouveau jargon de la science politique, des démocraties illibérales? Non, justement pas. Mais bon, alors tous ces mots, effectivement, on s'y perd un peu. En fait, la démocrature, ça vient d'un terme espagnol qui était democradura. Et dura, c'était mieux parce que ça veut dire dur en espagnol. Et c'est un bout de démocratie et un bout de dictature. Et on fait un mot ainsi. Mais en fait, un néologisme. Mais c'est un mot trompeur parce qu'en fait, ce qu'il veut dire, c'est une vraie dictature déguisée en démocratie. Donc c'est une fausse démocratie qui prend les apparences de la démocratie en organisant des élections. Des élections, certes, mais des élections qui ne sont pas libres selon des critères qu'on répertorie en sciences politiques qui sont très simples, hein, liberté de candidater, liberté de vote et ensuite véracité du décompte des votes. Donc plus évidemment il faut des conditions de respect minimal des droits de l'homme, indépendance de la justice, enfin vous voyez des tas de conditions qui ne sont pas remplies dans ces régimes qui organisent au demeurant des élections et qui sont très attachés à cette façade pseudo-démocratique. La dictature, pour peut-être les plus jeunes de nos auditeurs, ça a existé il n'y a pas si longtemps en Europe. Il y a eu 3 grands pays de dictature qui sont tombés, la Grèce, l'Espagne, le Portugal. Je crois qu'on oublie que finalement cette Europe-là s'est délivrée de la dictature fasciste il y a quelques années à peine. Ah bien sûr, oui. On réalise pas que tout est possible et que rien n'est inéluctable. C'est-à-dire que même la pire des dictatures peut tomber et la démocratie la plus solide peut se déliter et déboucher de façon violente ou progressive et pacifique vers une dictature. Donc il faut savoir que tout est possible, mais tout dépend des acteurs. Il n'y a pas de cause comme ça qui nous agirait absolument. On est maître de notre destin, mais encore faut-il le prendre en main. Puisqu'on parle des dictatures qui pourraient tomber, qu'on espère voir tomber, est-ce que vous pensez que, par exemple, la dictature iranienne serait sur le point de tomber et comment, justement, l'action des uns et des autres au plan international, mais aussi à l'intérieur, peut rendre cette possibilité? Évidemment, l'Iran, c'est une dictature qui nous fait beaucoup de mal parce que l'Iran est un pays qu'on admire par ailleurs pour sa culture, pour sa population, pour ses femmes qui sont d'un courage remarquable. Les hommes aussi d'ailleurs, qui s'engagent aujourd'hui à leur côté contre la dictature. Alors évidemment, c'est toujours délicat de prévoir la chute d'une dictature, parce que le propre d'une dictature, c'est d'être opaque. Or, une dictature ne tombe pacifiquement, à moins qu'il y ait une armée extérieure, etc., qui vienne la faire tomber, comme on en a fini avec le nazisme par la guerre extérieure. Mais sinon, si on reprend effectivement les modèles des chutes des dictatures pacifiques au Portugal, en Espagne et en Grèce dans les années 70, puis dans les années 80 en Amérique latine également, on a eu des transitions à la démocratie. Il y a un élément central, c'est le délitement du dictatorship, du pouvoir dictatorial.
si à l'intérieur il commence à y avoir des dissensions de plus en plus fortes et des groupes qui sont favorables à la sortie de la dictature, à ce moment-là, combiner, ça ne veut pas dire forcément qu'il y ait des accords explicites, mais combiner avec des mobilisations sociales de grande ampleur, la dictature peut tomber, effectivement. Dans ce livre, vous faites un sort aussi, parce que vous parlez de l'autoritarisme. Alors il y a la tentation aussi en France, hein, vous dites que 3 grands mouvements ont cette tentation autoritaire, c'est-à-dire quoi, le Rassemblement National, LFI, mais aussi le parti majoritaire? Oui, c'est-à-dire, vous savez, la tentation autoritaire, c'est pas forcément qu'on veut instaurer une dictature. Le bouquin commence par un petit coup de gueule contre ceux qui disent que la démocratie française est une dictature. C'est absurde et c'est dangereux. Mais effectivement, lorsqu'on ne sait pas comment gérer démocratiquement une situation, la tentation autoritaire est là. Alors on va terminer cette émission sur quelque chose qu'on a coutume de faire, de vous faire parler de ce que vous avez aimé dans la littérature juive, dans les auteurs juifs, et faire deviner le petit texte que vous allez nous lire à nos auditeurs. Alors, René Frégosi, on vous écoute. On peut, après tout, vivre sans le je ne sais quoi, comme on peut vivre sans philosophie, sans musique, sans joie et sans amour. Mais pas si bien. C'est très joli. Alors tout à l'heure, j'ai vendu un peu la mèche. Nos auditeurs doivent se demander, mais quelle est cette citation d'un grand philosophe français? Avec le je ne sais quoi, il y a quand même un indice, qui est vraiment énorme. Bon, évidemment, c'est Vladimir Yankelevitch. J'aurais pu prendre une autre citation de Vladimir Yankelevitch que j'ai beaucoup utilisée ces derniers temps parce que dans un texte de 67, qui a été repris dans un livre posthume qui est sorti en 86, qui s'appelle L'impardonnable. Oui. Je pense. Non, j'oublie toujours les titres. Et j'ai fait ma thèse sur Yankelevitch. L'impossibilité du pardon. Voilà. Et donc, c'est un texte de 67 où Vladimir Yankelevitch explique parfaitement en quelques phrases pourquoi l'antisionisme est un antisémitisme. Et il termine. Et si les Juifs pouvaient être des nazis, ce serait parfait. Et on l'a vu. Hélas. On nazifie aujourd'hui Israël et les Juifs. Absolument. René Frégosi, votre livre s'appelle 50 nuances de dictature, je le montre. Tentation à prise autoritaire en France et ailleurs, c'est aux éditions de l'Aube. Merci d'avoir été avec nous. C'était passionnant et j'espère qu'on vous retrouvera sur nos ondes. À bientôt pour un Sépharim.